une association qui est active sur le territoire lyonnais depuis 2017 et qui œuvre à permettre à chaque personne d'apprendre et de développer ses potentiels tout au long de sa vie afin d'avoir un impact positif sur la société. Pour cela, elle accompagne et fédère une communauté d'acteurs professionnels, associatifs, publics et privés, agissant sur les champs de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'engagement citoyen. Donc, dans le cadre de l'animation de cette communauté et de notre programmation annuelle, nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur le cycle thématique que l'on a intitulé Imaginaire et récit au service du monde de demain. Et pour nous accompagner ce soir, nous aurons 3 intervenants pour questionner et réfléchir ensemble à la place des imaginaires et des récits dans la création d'un nouveau réel. Je remercie donc pour leur présence Sandrine Bélier, docteur en psychologie cognitive chez Humans Matter. Sandrine, je te laisserai dire quelques mots sur toi juste avant de prendre la parole, si tu veux bien. On va également accueillir Emma Bertouin qui est dans un train et donc qui cherche une connexion, mais qui est en tout cas experte en intelligence collective, lauréate de l'Académie des futurs leaders et fondatrice de l'école Change Demain. Et enfin, Arthur Lanter, chargé de déploiement des utopies à 2030 glorieuse / ça commence par moi. Pareil, Arthur, je te laisserai dire quelques mots sur toi juste avant de commencer. Alors, le sujet qui nous réunit ce soir, vous le savez, écologie, éducation, société, les utopies surgissent dans les périodes de grande mutation et nous y sommes. On est en période de transition écologique, politique, éducative et environnementale. On entend souvent qu'il faut rendre la transition désirable, le futur positif. Alors oui, mais comment ? Et malgré les bonnes intentions, force est de constater qu'il n'y a pas de recette miracle pour aider à se projeter vers un futur enviable qui décrive pleinement un quotidien soutenable et enthousiasmant. Alors pourtant, certains ont compris que pour rendre le futur réel, il fallait commencer par le rêver. On a déjà de nombreuses initiatives publiques ou privées qui utilisent cette approche. On a par exemple l'Assemblée citoyenne des imaginaires, l'Institut des futurs souhaitables, la fresque des nouveaux récits. On a aussi des collectivités qui utilisent la prospective. La dynamique des villes en transition de Rob Hopkins a un peu ouvert la voie avec plusieurs années d'expérience et notamment des ateliers participatifs incitant les habitants à imaginer un futur désirable. On voit cet intérêt très croissant dans la littérature, l'activisme, la psychologie et maintenant aussi la politique. Et je me suis demandé de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de récit, et j'ai trouvé cette définition de Valérie Zoido. Donc Valérie, qui est autrice, réalisatrice et cofondatrice de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Et donc, selon elle, un nouveau récit serait un récit qui décrypterait les enjeux majeurs de l'époque tout en épousant les codes du storytelling. Il porterait un regard sur le monde actuel et à venir, à mi-chemin entre fiction et réel. Un bon récit part de faits lucides qui le rendent crédible et qui permettent d'entrer en empathie avec les personnages pour ensuite ouvrir le champ des possibles, inviter au rêve, à l'extraordinaire et offrir une expérience immersive, esthétique et émotionnelle. Alors, pour commencer, on sait que penser demain, imaginer demain est une posture qui est fondamentalement humaine. Sandrine, est-ce que, avec ton point de vue, du point de vue des neurosciences, tu peux nous dire pourquoi nous en sommes venus à créer des récits ? Merci Aurore pour l'invitation déjà. Donc moi je suis Sandrine Bélier, je suis docteur en psychologie cognitive de formation et j'ai rejoint l'entreprise Humans Matter après un post-doctorat en neurosciences au CNRS à Paris et à l'école supérieure de Trieste. Donc Humans Matter, vous connaissez peut-être cette entreprise puisqu'elle a un site basé aussi à Lyon.
Et c'est une entreprise internationale de design cognitif qui va consister à créer des expériences pour justement faire changer les comportements, faire émerger de nouveaux comportements. Je suis engagée dans une démarche applicative des sciences cognitives et plus particulièrement de la psychologie cognitive, hein, qui va permettre à chacun de mieux se connaître, de mieux décider, d'apprendre à apprendre, de s'adapter aussi aux environnements complexes. Je suis également depuis 2023 vice-présidente en charge de la science pour l'association de l'Université du facteur humain, parce que j'ai la chance aussi d'avoir participé à la création de la fresque du facteur humain que peut-être certains connaissent et ont déjà vécu. Alors, merci pour cette invitation à parler des récits, des imaginaires, pourquoi et comment nous sommes venus à créer des récits. Alors, l'apparition des récits est difficile, voire impossible à dater. On n'a pas d'enregistrement des premiers récits, des premiers hommes. Mais il faut savoir que les récits sont possibles déjà grâce à nos capacités cognitives et plus particulièrement la créativité et l'imagerie mentale qui vont nous permettre d'imaginer ces récits avant même qu'ils soient produits à l'oral ou à l'écrit grâce à nos fonctions langagières qui sont aussi des capacités cognitives, donc comme la production du discours ou l'écriture par exemple. Et on constate que, d'après le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin, que les premiers Homo sapiens apparus en Afrique du Nord est vieux de 300 000 ans, et on peut penser que les Homo sapiens ont très vite eu besoin de récits dans l'histoire de l'humain. Déjà probablement pour permettre aux Homo sapiens de quitter le continent africain il y a environ 60 000 ans. Donc, nos capacités de récit ne sont pas nouvelles, hein. On a embarqué et projeté nos congénères dans ces futurs grâce à ces capacités-là. Et grâce à nos capacités donc langagières, hein, à la base, qui nous différencient des autres primates comme les chimpanzés ou les gorilles, de par la syntaxe complexe, mais aussi de par l'intentionnalité, c'est-à-dire la capacité de parler à la fois de choses qui sont absentes, de situations passées, mais aussi à venir. On a Christophe Coupé qui s'intéresse à l'origine du langage. Donc, c'est un chercheur au CNRS dans un laboratoire de dynamique du langage, et qui propose que si le langage s'est développé, si les récits se sont développés, c'est qu'il devait être utile aussi pour nos ancêtres et à l'histoire sociale des humains. Ce qui est intéressant, c'est que les récits, ils vont nous donner un moyen justement de donner forme à des concepts, de communiquer des idées, des informations, des savoirs. Ça peut être aussi des ordres, des usages, des promesses, des émotions, véhiculer des émotions aussi, et de projeter dans le futur. Donc, ils sont liés à un besoin de transmettre, et aussi à engager les autres dans un projet, dans un futur. Et en cela, les récits donnent des capacités à se projeter et peuvent permettre de se relier aux autres. Et c'est intéressant de regarder un peu ce qui se fait en anthropologie cognitive, et notamment les travaux sur la religion, qui traitent de la religion, pour comprendre le rôle qu'ont pu avoir les récits, et encore actuellement, hein, et les besoins qui se cachent derrière la construction de récits, puisque la religion est l'un des domaines qui propose en effet les récits les plus engageants et les plus persistants à travers les âges, puisque il y a des récits qui perdurent bien sûr encore de nos jours. Et ces récits religieux auxquels on peut croire, qu'est-ce qu'ils vont provoquer, qu'est-ce qu'ils vont procurer à l'humain? Déjà un moyen de se rassurer, de rassurer l'autre aussi, d'apaiser les esprits par rapport à une angoisse existentielle liée à nos conditions humaines de mortels, mais aussi liée à un futur qui est incertain, qui est imprévisible. Donc ces récits vont nous donner de l'espoir et des promesses, et ils vont pouvoir être transmis aussi
donc de génération en génération, intégrer, donc traverser les époques s'ils sont bien faits, si les croyances permettent aussi de s'attacher à ces récits. Et les travaux d'un anthropologue cognitiviste, de Pascal Boyer, par exemple, va dire à ce sujet des discours religieux, les discours religieux inventés par les prophètes, sectes, églises sont en concordance avec nos attentes et schémas de pensée naturelle. Donc c'est intéressant de voir que ça colle aussi à nos attentes. Et l'anthropologue Scott Atran propose aussi que c'est ce qui se passe pour les récits religieux, finalement, va engager les mêmes structures cognitives et affectives que les croyances et pratiques non religieuses. Donc, ce qui pourrait engager dans ces récits religieux pourrait être aussi réutilisé pour projeter et engager dans d'autres types de récits. Effectivement, là, on parle des récits qui reposent sur des capacités langagières, mais on a aussi les imaginaires qui vont reposer sur une autre fonction cognitive qu'est l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est une capacité cognitive qui va nous permettre de percevoir quelque chose, donc mentalement, mais quelque chose qui n'est pas physiquement présent. Ou encore, ça va nous permettre de simuler une action sans l'exécuter. Mais elle n'est pas exclusivement visuelle, hein. On peut voir dans sa tête, mais aussi on peut créer des images multisensorielles, hein, des sons, des odeurs, même des sensations dans notre tête, hein. Et c'est ça qui va rendre le récit plus puissant aussi, de pouvoir imaginer de façon très détaillée ce que peut être un futur à venir, par exemple, hein. Et c'est cette fonction cognitive qui va nous permettre de créer des images mentales, soit à partir d'objets ou d'expériences déjà vécues, donc ça va être les images mentales reproductrices, ou soit justement à partir de scènes ou de choses qui n'existent pas encore. Donc ça, c'est des images anticipatrices que notre imagerie mentale peut également nous permettre de créer. Et ces nouveaux récits peuvent impliquer ce type d'image mentale. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que nos capacités d'imagerie mentale reposent sur des mêmes aires que celles de la vision. Donc, ce qui permet de donner énormément de réalité et de concrétude aux images mentales générées, hein. C'est pour ça qu'on a des exercices, par exemple, de design fiction qui nous permettent vraiment de donner une réalité et de définir vraiment des moyens qu'on pourrait embarquer pour atteindre ces objectifs du futur. Donc, il y a des chercheurs qui ont même conclu récemment dans un article de 2022 que l'imagerie mentale est une simulation de l'activité perceptive. Donc là, c'est comme si imaginer, c'est voir, et on peut penser que imaginer faire, c'est aussi peut-être déjà faire. En tout cas, c'est ce qu'ont montré des études sur des entraînements auprès de sportifs, hein, qui montrent que finalement, quand on entraîne à la répétition mentale des joueurs de basket au lancer franc ou des skieurs en descente à slalom, ils améliorent ensuite réellement leur performance réelle. Donc voilà, les imaginaires et notre créativité sont le fruit de nos capacités d'imagerie mentale et là, c'était juste un petit clin d'œil avec la slide avec l'écrivain Bernard Werber, avec les petites abeilles, qui dit que pour que le futur soit meilleur, il faut aussi que quelqu'un l'imagine. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, j'ai mis le PowerPoint en même temps. Du coup, je vais le laisser passer pour que les gens... oui, en plus, je peux le Exactement, oui, je n'avais pas vu. Ouais. Super. Tu peux le gérer. Et en effet, ouais, dans les imaginaires, on part un peu d'un constat avec la création de cet imaginaire, c'est que finalement, on peut pas laisser les gens avec un simple constat un peu défaitiste, où on nourrit un discours un peu négatif. D'un autre côté, les personnes qui vont avoir un optimisme qui perdure, etc. Et finalement, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on veut bien penser et visualiser le meilleur, et en même temps, on est quand même actuellement
dans le quotidien et finalement penser le futur, en tout cas dans la prospective, ça nous ramène quand même beaucoup à l'instant présent et à ce qui est en train de se passer. Ton propos est très intéressant finalement de dire que on a aussi besoin de créer l'espoir et que il ne suffit pas finalement d'avoir des données, des chiffres ou des vérités scientifiques pour convaincre, mais qu'à un moment il faut aussi venir raconter pour parler aux émotions et du coup peut-être engager l'action. En tout cas, c'est ce qu'on va voir, puisque certains utilisent du coup les imaginaires dans leur pratique professionnelle. Arthur Lanterne, donc tu es chargé de déploiement de 2030 Glorieuse. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce qu'est la démarche et voilà, nous dire quelques mots sur 2030 Glorieuse, et ça commence par moi, bien sûr. Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Merci beaucoup déjà pour cette présentation passionnante. Et c'est drôle parce que quand tu racontais la visualisation avec les sportifs, moi, ça m'a rappelé quand je travaillais la musique, et notamment le piano, enfin n'importe quel instrument, et en travaillant très lentement, mais en imaginant le jouer très vite, comme si on était un guépard en slow motion, ça permet d'avoir une bonne pratique dans le travail. Et du coup d'encoder le corps pour travailler au mieux. Et justement, finalement, c'est un peu ce que je fais dans mon métier au quotidien. Alors, pas de m'encoder moi-même, ni d'encoder les gens, mais d'offrir la possibilité aux gens de se réencoder, puisque finalement, ces récits, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait prendre des décisions, c'est ce qui souvent va toucher à l'émotionnel, puisque la plupart du temps, les gens ne prennent pas des décisions et n'agissent pas par pure raison, mais plutôt parce qu'il y a des émotions qui vont déclencher tout ça. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de verrous au changement. Ça fait plus de 50 ans qu'on a des lanceurs d'alerte, qu'il y a des scientifiques qui, année après année, se réunissent avec le GIEC pour nous dire qu'on ne peut plus continuer ainsi, que les limites planétaires sont dépassées les unes après les autres. Et pourtant, on n'arrive pas à changer. Pourtant, il y a des gens qui continuent de se dire « Waouh, mais tu te rends compte, 25 € le billet sur Ryanair, non mais je suis obligé d'y aller. En plus, je vais pouvoir faire ma nouvelle photo Insta, ça va être trop cool, je vais avoir des likes. Et ça va faire plaisir. » Et pourtant, les gens, ils ne seront pas forcément fondamentalement plus épanouis avec leurs 100, 200, 500 likes peut-être. Mais c'est quand même le récit qu'on se raconte. Et ça prend racine depuis des millénaires, mais surtout, il y a un grand récit qui est largement partagé depuis quelques dizaines d'années. Allez, on va partir sur quelques dizaines d'années avec ce récit de l'American Way of Life, comme le dirait la fresque des nouveaux récits que tu évoquais tout à l'heure. Et justement, le fait qu'on est bloqué dans une représentation du succès. Une représentation de succès social aussi, par exemple notre rapport à l'argent, le simple fait qu'on se dise en soirée, au fait, tu fais quoi toi dans la vie ? Et quand on pose cette question, malheureusement, c'est trop peu souvent qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te fait te sentir en vie ? Et du coup, moi, en général, quand je rencontre quelqu'un, au lieu de lui demander ce qu'il fait dans la vie, je lui pose cette question. Et c'est un petit cadeau que je vous fais. Je vous suggère de faire ça. Vous allez être étonné de voir les retours que vous allez avoir qui seront bien plus vivants que, en gros, combien tu gagnes dans la vie. Et finalement, il y a tout un ensemble de choses qui vont permettre de nous mettre au mouvement ou pas. Et justement, on est aussi à une époque où il y a, comme le dirait la fresque des nouveaux récits, pour citer ses partenaires et amis, il y a l'infobésité qui nous accable un petit peu dans tout ça. Comment faire pour se mettre en mouvement pour agir si on sait que de toute façon le bilan carbone ne fait qu'empirer, qu'on a toujours plus de plastique dans les océans, mais pas que, dans les arbres et même dans notre assiette, puisqu'on arrive à manger l'équivalent d'une carte bleue par semaine, par personne. C'est quand même assez alarmant. Et pourtant, on continue d'acheter du plastique, on continue de consommer de la même manière, mais tout simplement parce qu'on est encodé comme ça. Et donc, mon travail, c'est de rappeler aux gens que finalement, ce conditionnement social, ils peuvent tout à fait le remettre en question.
et surtout la vision des futurs qu'on nous nourrit, avec lesquels on nous gave même plutôt de récits alarmistes avec tout un ensemble de fictions dystopiques, dont je suis d'ailleurs particulièrement fan, il faut le reconnaître, avec du Mad Max, du Matrix, du 1984, Le meilleur des mondes, il y en a un paquet. Et malheureusement, on manque de récits utopistes, de fiction utopiste. Ça commence à venir, il y a des choses très bien qui se font plus dans le domaine de l'écriture que du cinéma d'ailleurs. Par exemple, je pourrais citer les éditions de La Mer Salée avec Sandrine et Yannick Rouleau qui font un super boulot. Mais tout ça pour en venir au fait que nous, au sein des 2030 Glorieuses, donc effectivement qui découle de l'association Ça commence par moi, qui avait fondé mon associé Julien Vidal, dans lequel Ça commence par moi, c'était vraiment pour changer son mode de vie individuel et donc plus faire reposer la transformation de notre société sur l'individu. On a passé, nous, un cap. Après Ça commence par moi, on est parti sur les 2030 Glorieuses. Et l'idée, c'est de faire en sorte de poser la question aux gens, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire, qu'est-ce qu'il faut supprimer, qu'est-ce qu'il faut ralentir, finalement, ce qui est un peu retransformé et remalaxé par exemple des politiciens pour dire bon, on va pas retourner à l'âge de pierre, hein, on va pas vivre comme des Amish. Plutôt que de dire ça, nous, notre pari, c'est de se dire et si on se reposait la question de la richesse? C'est quoi ce qui compte fondamentalement pour nous? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir en vie? Qu'est-ce qui a de la valeur? Est-ce que le succès en 2030, c'est d'avoir une Rolex avant ses 50 ans? Est-ce que c'est d'avoir une entreprise qui génère beaucoup de PIB? Ou est-ce que finalement, c'est pas penser d'autres croissances, dépasser la croissance purement économique pour aller vers les 2030 glorieuses avec la croissance du lien, la croissance du sens, la croissance de l'art? Et pourquoi pas, soyons fous, soyons un peu utopistes, un peu naïfs, pourquoi pas la croissance de l'amour, sous toutes ses formes. Et donc, au sein des 2030 Glorieuses, on déploie tout un ensemble d'outils pour réaliser notre mission, à savoir recréer un lien de désirabilité avec le futur. Oser rêver en grand mais finalement, de quoi est-ce qu'on a envie? Quelles sont les utopies d'aujourd'hui qui seront la norme de demain? Puisque je rappelle que tout un ensemble d'acquis aujourd'hui, un bon nombre de normes qu'on a aujourd'hui, étaient des utopies hier. Si on repense simplement à l'abolition de l'esclavage, les premiers abolitionnistes, il y avait quand même la plus grande partie de la population qui leur riait au nez en disant « Vous êtes fous, l'économie mondiale repose entièrement sur l'esclavage, on ne va pas changer. » Et pourtant, on l'a fait. Il y a une centaine d'années, les femmes en France et en Europe n'avaient pas le droit de vote. Et pourtant, aujourd'hui, on ne remettrait pas ça en question. Mais il y en a un paquet d'autres, la sécurité sociale, les congés payés, la retraite. Tout ça, ce sont des utopies qui se sont incarnées, parfois qui ont un petit peu de difficulté à persister, parce qu'il y a ces guerres de récits, justement, en particulier sur la retraite. Et tout ça, mais finalement, c'est à partir de quand est-ce qu'on y croit? Et les premiers... J'ai encore d'autres exemples. Par exemple, quand on voit Rosa Parks qui refuse de céder sa place dans un bus, ça encore, c'est un récit. Et donc, on a plein d'outils. On a des ateliers de voyage en 2030 glorieuses, on a des livres, on a des podcasts dans lesquels Julien va donner la parole aux métiers de demain. On a des méditations utopistes, des voyages méditatifs, et on a aussi un programme compagnon de voyage dont je vous parlerai à la fin. Mais d'abord, je vais essayer de vous partager un tout petit peu mon écran. Est-ce que j'arrive à partager l'écran? Oui, partage d'écran. Hop. Et voilà. Et donc ça, c'est tout simplement notre format d'atelier en ligne. Et je vous montre très rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, simplement les différentes étapes qui permettent aux gens de se reconnecter à ce qu'on appelle le muscle de l'utopie. Cette capacité qu'on a à rêver, à se projeter dans quelque chose qui nous fait envie, qui nous donne envie de nous mettre en mouvement. Alors, on commence par une conférence introductive, qui est un petit peu ce que je vous ai fait en bien plus détaillé, puisque ça dure plutôt une quinzaine de minutes. Une mini-phase de méditation où on va se mettre dans le corps et on va se projeter à travers la visualisation, justement, pour imaginer ce que c'est les 2030 Glorieuses, où on est individuellement. Une phase de rencontre après que chaque personne, chaque participante se soit interrogé sur qui il est en 2030, puisque
ce qui est drôle dans la mécanique du jeu, c'est que les gens se présentent et parlent au présent en 2030. Donc moi, par exemple, en 2030, souvent je raconte que bah, voilà, je vis à Marseille la moitié du temps parce que c'est une ville qui est entièrement revégétalisée. J'ai bien contribué d'ailleurs parce qu'en 2027, j'avais passé mon permis marteau-piqueur. Avec Emma d'ailleurs, qui avait eu un problème de connexion il y avait quelques années, mais j'avais passé mon permis marteau-piqueur et on avait participé au Grand Pictival où on avait synchronisé les marteau-piqueurs sur les chars de parade avec les DJ sets. Et, du coup, il y a presque plus de béton à Marseille. Et puis le reste du temps, je navigue à travers la Méditerranée sur des cargos à voile et on fait de la musique de port en port avec ma fille qui maintenant a 8 ans. C'est fou, au début de la visio, elle avait que 2 ans. Et puis et ainsi de suite. Vous voyez un peu l'idée. Après cette phase de rencontre, on a une phase de discussion où les gens, les voyageurs et voyageuses vont se poser la question de à quoi ça ressemble une société plus durable et plus solidaire, comment les citoyens et citoyennes ont été l'étincelle d'un changement ambitieux, comment les décideurs et décideuses politiques et économiques se sont mis à la hauteur des enjeux, et quelles sont les nouvelles boussoles. Vous savez, qu'est-ce qui a remplacé la Rolex et le PIB, ces trucs totalement dépassés. Après, on a une phase de débat. Tiens, je vais vous retrouver la phase de débat, hop, pour vous montrer qu'on a aussi des cartes oracles. À partir de la phase de débat, on se positionne sur des mesures concrètes qui existent et qui sont portées par des initiatives, comme par exemple autour de l'agroécologie, avec peut-être que les gens ils trouvent que d'un point de vue, ça serait prioritaire de faire en sorte que les denrées alimentaires importées fassent le voyage à la voile, comme le chocolat avec l'entreprise Grand Sail. Ça, c'est une entreprise qui existe dès 2024. Mais il y a aussi la mobilité active, il y a aussi le logement durable, il y a encore toute une dizaine de cartes oracles. Il y a une phase d'action. Après, on se pose la question de notre souhait pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on garde de ce voyage, quand on se projette, qu'est-ce qu'on a envie d'en garder, et c'est quoi notre prochain pas à faire pour y aller. Et enfin, une phase de conclusion, où on fait en sorte que les gens se posent la question, en gros, qu'il y ait des ambassadeurs et ambassadrices au sein de chaque table qui racontent un petit peu leur vision des 2030 glorieuses. Et on donne une petite carte de passeport aussi, une petite carte de défi pour justement cultiver ce fameux muscle de l'utopiste. Et je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on a notamment un programme d'accompagnement, et ça c'est ma petite fierté, on est en train de le lancer. Si jamais ça vous intéresse, je vais essayer de vous le retrouver. Hop. On est en train de lancer un programme de coaching en pair à pair, où le but, c'est justement de faire en sorte qu'on incarne les utopies concrètement dans le monde réel. Et ça, c'est quelque chose que je me suis appliqué à moi-même. Et justement, si je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est parce qu'en 2021, quand je m'appliquais cette méthodologie à moi-même, eh bien, je me suis tout simplement dit, en fait, j'ai envie de me reconnecter à l'utopiste qui est en moi. C'était mon objectif utopiste pragmatique. Et il y avait, notamment dans une des petites tâches, contacter Julien Vidal, ça commence par lui. Et aujourd'hui, on est associés et on déploie ça massivement auprès d'entreprises, de collectivités, de grands publics, d'associations, etc. Et ça marche. Et donc voilà, on est en train de lancer ça. Il y a le lancement le 14 octobre. J'en parle au passage parce que justement, je voulais justement dire que c'est important pour nous de ne pas s'arrêter au rêve. C'est essentiel de rêver et après de se poser la question de concrètement qu'est-ce qu'on en fait. Par exemple, quand on accompagne une entreprise, on va l'aider à voir en grand, à se poser la question de à quoi elle ressemble en 2030 glorieuse et comment est-ce qu'elle a contribué à l'avènement des 2030 glorieuses. On ne va pas faire l'accompagnement derrière de l'entreprise et l'aider à faire sa conduite du changement, ça on travaille avec des partenaires, mais par contre, débrider les imaginaires et les laisser rêver en grand, c'est vraiment notre spécialité. C'est hyper inspirant et en tout cas, cet outil-là que tu nous as montré, ça donne envie de vivre un atelier 2030 glorieuse. Et j'en profite du coup, quel constat, parce que là du coup il y a maintenant pas mal de monde qui a vécu les ateliers, qui a aussi écouté les podcasts, etc. Quel constat tu peux faire de ça? Quels sont les retours que vous pouvez avoir? Bien sûr. Alors justement, on est en train de lancer l'analyse de notre première mesure d'impact, puisqu'on a vraiment eu envie de nous ancrer dans le réel. C'est un peu, j'aime bien avoir cette expression, on est des utopistes pragmatiques. On a à la fois les pieds bien sur terre et la tête bien dans les étoiles.
Et donc, on fait rêver en grand, mais en même temps, on se pose la question de quel est le retour derrière, après l'atelier, après une méditation, etc. Et les premiers résultats qu'on a sont assez significatifs. Les gens qui, pour beaucoup, ne voyaient vraiment pas l'intérêt de l'utopie, pensaient que l'utopie, c'était être irréaliste, alors qu'au contraire, utopie, ça veut juste dire qu'il n'existe en aucun lieu. Donc qui est pas irréalisé, pas irréalisable, et qui ressort de là avec une compréhension du pouvoir des récits, et du coup qui vont se questionner sur leur conditionnement et sur les récits qu'on leur a inculqués. Mais il y a aussi des personnes qui se considèrent comme éco-anxieuses, qui ressortent de là avec beaucoup plus d'inspiration, de motivation, et qui vont dépasser ce qu'on peut appeler l'aquabonisme, ce sentiment d'une ampleur de la tâche tellement grande que de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc à quoi bon? Autant le prendre, ce foutu ticket pour aller aux Maldives via Ryanair ou à Ibiza. Merci beaucoup Arthur pour cette présentation et ce témoignage. J'espère que ça aura donné envie à plein de monde de découvrir 2030 glorieuse. On va continuer avec un autre exemple d'utilisation des utopies, enfin des récits et des imaginaires, et avec Emma. Alors déjà, Emma, est-ce que tu as une connexion? Est-ce que tu as un micro? Est-ce que ça fonctionne de ton côté? Elle est encore en formation marteau-piqueur. Peut-être qu'elle est encore en formation marteau-piqueur. Oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Emma se retrouve dans un train. Enfin, il y a eu pas mal de trains annulés et du coup, elle n'est pas sûre de sa connexion. Alors, elle est connectée, mais... Alors, Emma, je suis là. Oui. Est-ce que vous me voyez? Oui, et tu n'as pas l'air d'être dans un train. Non, c'est clair, bravo. Alors, je suis à la gare de Bordeaux depuis 3 heures, donc peut-être qu'on va m'annoncer que je dois y aller. D'accord. Bon, écoute, on va essayer de prendre le temps imparti et de faire ça bien. Est-ce que tu peux du coup te représenter et présenter l'école Change de main, ce que c'est, la démarche, le format, etc. Tout à fait. Et donc, moi, je m'appelle Emma Bertoin, j'ai lancé une initiative qui s'appelle l'école Change de main et qui a vocation à imaginer le futur en vue des élections municipales en 2026. Le futur de l'école, pardon. Je vais vous partager mon écran, sauf si est-ce que tu as intégré les slides juste après ou est-ce que je partage mon écran? Je l'ai, mais si tu veux garder la main, tu peux partager ton écran. Je pense que ce sera plus simple vu les conditions si tu le fais, si ça te... Ça marche. Merci. Donc ça, c'est moi quand j'avais 8 ans. Alors, je viens d'une famille plutôt de gauche et néanmoins, j'étais absolument fan de Jacques Chirac. Donc, je vous supplie mes parents pour écrire à Jacques Chirac. Et donc, au bout d'un moment, ma mère me dit tu sais quoi, vas-y, écris-lui, mais si tu lui écrivais, tu lui dirais quoi? Je lui dis moi, je pense que ça fait quand même super longtemps qu'il n'a pas été à l'école, donc je pourrais lui donner 2-3 conseils. Et j'ai fini par le faire, il m'a répondu, donc c'est le jour où j'ai reçu sa réponse. À l'époque, tout le monde trouvait que c'était mignon, un enfant qui voulait conseiller le président de la République. Et puis, ça a fait son petit chemin. Et si tu m'assieds à la slide juste d'après, sauf si je peux les bouger moi. Oui. Ça a fait son petit chemin. Et donc, moi, je voulais, en grandissant, toujours changer l'école. Donc, je voulais changer l'école et tout le monde me disait bon, Emma, tu sais, tu veux changer l'école, mais l'éducation nationale, c'est un mammouth, tu vas jamais y arriver. Les profs font toujours grève, ils sont jamais contents, les réformes, ça passe pas. Alors, c'est avec cet imaginaire-là que j'ai commencé à participer à une association qui s'appelle Trouve ta voix et qui intervient dans des lycées pour former à la prise de parole en public. L'imaginaire que j'avais, c'était que vu qu'à l'école, vu que dans l'éducation nationale, on ne peut rien faire, si on veut bouger les choses, il faut forcément faire venir des compétences des personnes de l'extérieur. Et donc ça, j'ai vu que ça marchait bien. Enfin, on a fait parler des lycéens au Panthéon, c'était chouette, les gens étaient contents. Mais il y avait quelque chose qui bloquait. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Je me suis trompée parce que, en fait, c'est pas vrai que dans l'éducation nationale, on peut rien faire. Il y a des milliers de profs qui font les choses autrement. Donc là, j'ai mis des petites photos des enseignants qui m'ont particulièrement inspirée dans cette démarche. Et aujourd'hui, ce matin, j'étais avec Véronique Druot, qui est en haut à gauche, donc à Toulouse. Et je vous conseille vraiment, si l'école et l'éducation vous intéressent,
d'aller voir sa pratique et même de la rencontrer, parce que ça fait partie vraiment des méthodes pédagogiques les plus intéressantes que j'ai vues cette année. Donc il y a des milliers de profs qui font l'école autrement, qui font la classe dehors, qui tout simplement ont des élèves qui sont heureux et eux-mêmes sont heureux dans leur pratique. Et pourtant, malgré ça, ça se diffuse pas. Ça se diffuse pas, pourquoi? Alors à mon avis, il y a des freins à 3 échelles au niveau de l'établissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de pratique entre les enseignants. En gros, d'un établissement à l'autre, ça ne se diffuse pas. Et puis, même d'une classe à l'autre, les bonnes pratiques ne se diffusent pas. Ça bloque au niveau de l'administration, parce que l'administration va souvent, elle aussi, réfréner, même si ce n'est pas une généralité, ce qui sort un peu du cadre de l'éducation nationale classique. Et puis, il y a un blocage au niveau politique parce que les profs ne sont jamais écoutés et entendus dans les décisions politiques sur l'école. C'est-à-dire que ça va à un niveau qui est loin, parce que quand on fait un conseil scientifique, on va forcément mettre des médecins. Quand on veut réfléchir sur l'école de demain, on demande à McKinsey. Donc ça pose quand même question sur le rôle des profs dans les politiques éducatives. Tout ça, pour moi, ça vient de récits qu'on se raconte sur l'école. Et ces récits, il y en a 2 qui expliquent, c'est mon hypothèse, ces 3 niveaux de blocage. Le premier récit qu'on se raconte, c'est sur l'enseignant. On se raconte beaucoup que l'enseignant, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans l'éducation nationale, qui est souvent vrai d'ailleurs, et donc qui a des biais et qui est incapable de penser autrement. Il est incapable d'avoir un esprit entre guillemets innovant, même si j'aime pas ce mot. En tout cas, c'est pas un professionnel digne de confiance à qui on peut s'adresser quand on veut inventer l'école de demain. Il y a un autre imaginaire, c'est celui de, en fait, à quoi sert l'école? C'est quoi notre vision de l'école? L'école, c'est un outil au service d'une idéologie. Alors avant l'idéologie, c'était la République, donc l'égalité. Et pour l'égalité, on est capable de faire un certain nombre de compromis, notamment de transformer les enfants en élèves. Et donc, on accepte que l'école ait un cadre strict, parce que son rôle, c'est vraiment de nous tracter vers cette utopie. Aujourd'hui, moi, je crois que l'utopie républicaine, c'est plus une utopie qui est suffisamment mobilisatrice, en tout cas pas suffisamment pour qu'on accepte le cadre très strict qui est aujourd'hui imposé à l'école. Donc, à quoi sert l'école? Ça fait partie du deuxième récit, je pense qu'il faut réinterroger aujourd'hui. Donc moi, le sujet sur lequel je me suis vraiment concentrée, c'est celui de la place des profs dans les décisions politiques. Parce qu'à mon avis, c'est un problème qui est extrêmement grave à 3 niveaux. Un niveau déjà parce que c'est complètement inefficace et on pourrait s'arrêter là. Ensuite, parce que ça impose un vrai problème de démocratie. J'aime beaucoup cette citation de Jane Dewey qui dit en substance que la démocratie, c'est quand les citoyens identifient leurs problèmes et trouvent les moyens pour les résoudre. Les profs aujourd'hui identifient très bien leurs problèmes, ont des pistes de solutions pour les résoudre, mais personne les écoute. Et il y a un troisième, en tout cas, le troisième point, c'est plutôt une intuition, mais j'ai l'impression que ça se vérifie. C'est que cette absence de démocratie, c'est-à-dire cette absence d'écoute et de valeur démocratique entre l'inspecteur et le chef d'établissement, le chef d'établissement et le prof et l'élève, en fait, c'est fractal et ça se répète à toutes les échelles. Évidemment, ici, je ne parle pas des exceptions, parce qu'à l'école, il n'y a que ça, des exceptions, des profs, des proviseurs, des chefs d'établissement, des inspecteurs qui font les choses autrement avec des bouts de ficelle, etc. Je parle vraiment du système et non pas des personnes. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé, ça a sauté, mais c'est pas grave, de créer l'école Change Demain. Donc l'école Change Demain, l'objectif, c'est de préparer les élections municipales en 2026 et présidentielles en 2027, en partant de nos utopies et de ce dont on rêve pour l'école en 2044. Et donc pour ça, on a un plan d'action en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on imagine, et où j'organise des événements un peu partout en France pour imaginer l'école de demain avec les profs, les parents et les enfants, et d'ailleurs peut-être bientôt ensemble à la Maison de l'Apprendre à Lyon.
Ces événements, c'est des événements d'écriture, on imagine le futur et on écrit des histoires qui décrivent l'école dont on rêve pour 2044. Ensuite, on traduit, parce qu'on se rend compte notamment qu'à l'école, qu'il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Par exemple, dans les récits, tout le monde rêve d'une classe à 15 élèves. C'est super de réduire les effectifs, mais on se rend compte qu'une réduction des effectifs sans formation des enseignants, ça n'a quasiment aucun effet sur la réussite des élèves. Bon, tout est questionnable dans cette phrase, mais grosso modo, l'idée, c'est de dire qu'on va faire travailler des chercheurs pour transformer ces utopies en propositions concrètes. Et la troisième étape, c'est qu'on gagne, parce que l'objectif, c'est de faire un plaidoyer auprès des maires dans toutes les communes de France en vue des élections municipales. Donc là, je vous ai mis une slide illisible qui raconte grosso modo les premières pistes d'analyse de ce qui sort sur l'école de demain. Donc, qu'est-ce que les gens disent? La première chose, c'est que les profs, les chercheurs, les enfants disent grosso modo la même chose. Ils parlent de 3 sujets. Ils parlent de l'épanouissement, du bien-être à l'école, du fait qu'on apprend en faisant, que les enfants apprennent à leur rythme, que les profs sont formés. Ils parlent de paix ou de vivre en paix dans un monde complexe, en coopérant, en collaborant. Et ils parlent beaucoup d'écologie. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les enfants et les parents et les adultes vont pas parler des mêmes sujets dans les mêmes proportions. Par exemple, pour les enfants, ce qui va être très important, c'est le cadre. Donc, où est-ce qu'ils apprennent? Comment est la classe? Est-ce qu'il y a des jeux? Comment est la cour? Comment est la cantine? Et donc, ils parlent vraiment beaucoup de ce que les adultes, disons de la forme, alors que les adultes vont beaucoup plus s'intéresser au fond. Mais nous, pour moi, c'est hyper intéressant que les enfants parlent de la forme, parce que justement, ce sont les mairies qui ont compétence sur le périscolaire, la cantine et les bâtiments. Et donc, voilà et donc dernier élément, pour l'instant on a fait 10 événements. Il y en a 27 qui arrivent parce qu'on a un partenariat avec l'Académie des sciences, avec qui on va organiser 27 événements en vue de publier un abécédaire sur l'école de demain qui servira d'outil pédagogique dans les écoles. Et puis, on développe un mouvement pour multiplier ces interventions en classe. Donc, si parmi vous, il y a des enseignantes ou des enseignants, désolé. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance. Signalez tout colis ou bagages qui semblent avoir... Je ne sais pas comment... S'il y a des enseignantes ou des enseignants... For your security. On compatit pour cette situation, Emma. Bon, ça doit être... on est encore en 2024, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Et donc, bon, bref, les enseignants, on peut se rencontrer, organiser quelque chose dans votre classe. Et s'il y en a parmi vous qui veulent donner de leur temps ou de leurs compétences dans ce projet, on est déjà un chouette petit groupe qui s'est constitué. Et l'objectif, évidemment, que ce soit un mouvement citoyen. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Merci beaucoup, Emma, pour tu n'as rien lâché. Merci beaucoup. J'ai indiqué dans le chat l'atelier qui aura lieu à la Maison de l'Apprendre début novembre, me semble-t-il. Et effectivement, on est en train de regarder pour aussi accueillir un événement en décembre avec Emma. Donc voilà, on vous laisse toutes ces infos. Alors, du coup, on a tous ces récits positifs. Donc, ces gens qui finalement se mobilisent, ont envie d'imaginer la suite. Mais est-ce qu'on peut réellement changer nos perspectives et passer à l'action finalement? Est-ce que l'humain en est capable? Est-ce que biologiquement, il y a quelque chose qui est faisable et est-ce qu'on peut réellement s'attacher aux imaginaires pour penser
pour penser la suite. Sandrine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est si difficile déjà de changer nos comportements? Pourquoi on n'y arrive pas? On le sait et on le fait pas. Effectivement, je ne sais pas si tu peux remettre le PowerPoint avec l'image du cerveau qui débute cette deuxième partie, mais effectivement, donc le cerveau, c'est une machine fantastique, hein. On est capable de produire beaucoup d'intelligence et on le voit bien que malgré toute cette intelligence qu'on peut produire, nos décisions, nos comportements ne vont pas toujours dans le sens de nos propres intérêts, de celui de nos congénères, celui de la nature, du vivant, non humain, etc., dont pourtant nous dépendons. Donc, on n'est pas vraiment toujours rationnel et logique. Et pourtant, comme tu le disais, on commence à bien connaître les messages des climatologues, à bien comprendre l'importance et l'urgence d'agir en termes de réduction de CO2, d'activité humaine qui impacte négativement la planète. Et pourtant, donc, on met du temps à réagir, à agir, hein, à changer nos modes de vie, nos modes d'organisation, nos comportements, à passer à l'action. Et en fait, c'est pas facile, voire très difficile de changer nos comportements, nos habitudes, nos patterns de fonctionnement, parce qu'ils sont issus de conditionnements vécus depuis qu'on est tout petit, hein, depuis la plus tendre enfance et parfois même par les générations précédentes qui font que tout ça perdure, hein. Donc, c'est ancré très profondément et en plus automatisé. On n'a pas forcément tout le temps conscience de ces habitudes délétères et de ces comportements aussi qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Donc, c'est aussi, qu'est-ce qui nous a conditionné? C'est tous ces récits dominants dont on a parlé, hein, qui ont été évoqués, les récits de modernité, donc d'idéologie du progrès, de consommation, hein, comme preuve de réussite sociale, mais qui, comme tu le disais, ne nous rendent pas forcément plus heureux. Il y a aussi ces récits dominants comme quoi la nature, elle serait à la disposition de l'humain en termes de ressources, hein, et donc avec ces rapports au monde de domination de l'homme sur la nature. Mais on voit bien que ces récits s'effondrent, donc il faut trouver des récits alternatifs qui sont plus positifs pour l'humanité. La slide suivante montre qu'on peut souffrir d'une dissonance cognitive parce qu'effectivement, on sait ce qu'il faut faire, mais il y a une contradiction entre des pensées et ces pensées, ces dissonances cognitives peuvent créer un inconfort. On en parlait tout à l'heure, mais on est triste de la sécheresse et à la fois, on a bien envie de prendre ce petit vol low cost pour rejoindre nos amis le temps d'un week-end. Donc, c'est très incohérent et comme on ne supporte pas l'incohérence parce que ça nous crée un inconfort, on va s'arranger avec la réalité, on va agir de manière à mettre en accord ces deux pensées. Donc, on va changer nos opinions et croyances en fonction de nos comportements. On va, au lieu de changer, finalement, on va plutôt chercher à justifier les comportements après coup. Donc, la viande, par exemple, l'exemple de la viande qui est souvent donné pour illustrer la dissonance cognitive, c'est qu'on aime les animaux, on peut aimer les animaux, on aimerait moins manger de viande, et pourtant, on va justifier nos comportements de consommation de viande. On fait un barbecue, voilà, on va manger de la viande. On va le justifier de façon inconsciente, mais avec ces croyances-là, ces conditionnements de penser que la viande, il faut en consommer, que c'est bon pour la santé, que tout le monde en mange, etc. etc. Donc, il y a constamment des réinterprétations du comportement. Et pourtant, plutôt que de se réarranger avec la réalité, il y aura une autre alternative qui serait de changer carrément le comportement pour supprimer notre inconfort. Donc, supprimer la viande ou en tout cas réduire drastiquement la consommation. Mais ça, c'est au final plus difficile parce que ce n'est pas les récits dominants. Les récits dominants, au contraire, invoquent la normalité de manger de la viande, par exemple. Alors, donc ça, c'est ce qu'on peut vivre en tant qu'individu. Puis on a également tout ce que
le changement va générer en termes de stress, parce qu'il faut savoir que tout changement est coûteux en termes d'énergie. Le cerveau, c'est un organe qui va dépenser déjà beaucoup d'énergie, rien qu'en existant, hein, 15 à 20% de la dépense énergétique totale du corps humain. Donc, naturellement, on va chercher à optimiser ses dépenses énergétiques, à minimiser les efforts. Et changer d'habitude, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on ne sait pas si on va en être capable, ça va nous faire perdre du temps, on n'a peur de pas réussir. Donc, on va naturellement résister au changement. C'est pas que de la mauvaise volonté, mais c'est assez naturel de résister au changement parce que l'inconnu, il peut être évalué par le cerveau comme déplaisant. Donc, tant qu'on n'a pas fait l'expérience en plus de ce changement-là, ben, on a juste des croyances et des peurs sur ce que peut être le changement. Donc, notre cerveau, il fait une évaluation assez rapide et inconsciente du coût d'une action et il va analyser la récompense attendue. Et si la récompense attendue dépasse l'effort réalisé, est-ce que ça vaut le coup de changer? Est-ce que je gagne quelque chose à changer, à agir? Bah là, je vais peut-être changer. Donc, c'est ça qui est difficile quand ça change complètement les habitudes. On voit bien que c'est beaucoup plus difficile que, par exemple, outre le prix de cet exemple-là, mais de passer d'une nourriture classique à une nourriture agriculture biologique, bah, finalement, ça ne va pas changer le goût des aliments. On peut trouver dans des supermarchés aussi qu'on a l'habitude de fréquenter, donc il n'y a pas tant d'efforts que ça en dehors du prix. Mais d'autres changements, la mobilité, par exemple, de prendre son vélo plutôt que sa voiture, là, ça va entraîner toute des conséquences assez importantes. Donc, on a un nombre important de facteurs humains comme les émotions, les biais cognitifs, les représentations, nos croyances sur le monde, nos habitudes, notre appartenance sociale, nos motivations, les normes sociales, les efforts à faire, la peur du changement, le regard des autres, le manque de temps, l'inconscience, des choses à faire, des actions à faire, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour changer les choses. Bref, tout ça, ça va agir comme des freins au changement. Donc, c'est pour ça que c'est pas si évident, parce que c'est pas un manque de motivation, mais c'est plein de facteurs humains qui peuvent freiner le changement, et notamment si on n'en a pas conscience. Maintenant, le fait d'en prendre conscience, ça peut aussi devenir des leviers, ces facteurs humains, pour accélérer le changement de comportement. Bon, il faudra plus de temps pour développer des facteurs, et vous pouvez, par exemple, vivre une fresque du facteur humain que l'on propose régulièrement à travers l'université du facteur humain, si vous avez envie de découvrir cet outil qui va permettre de travailler sur un comportement et de voir comment agissent ces différents facteurs humains dans le changement de comportement. Voilà. Et puis, on vit aussi une accélération du temps qui fait que toutes les décisions nombreuses qu'on prend au quotidien, elles sont de plus en plus faites de façon automatique ou via nos nouvelles technologies. Donc, on est encore plus sensible à toutes ces forces invisibles, dont les biais cognitifs dont je parlais tout à l'heure. Les biais cognitifs, c'est des raccourcis de pensée qui vont nous faire prendre des décisions parfois douteuses. Donc, il ne faut pas voir que l'effet négatif de ces biais cognitifs, parce que la plupart du temps, ils nous font agir vite et bien, mais ils vont quand même freiner le changement. On a par exemple un exemple de biais cognitif. Il n'y a plus la présentation, mais bon, c'était juste des petites illustrations. Mais on a l'effet d'autruche, par exemple, qui est un biais cognitif qui nous pousse à négliger les informations inquiétantes. Donc, on sait qu'il y a urgence à agir, mais il y a une forme quand même d'insouciance de chacun face à cette gravité de situation. Et encore plus si le problème nous semble loin, ou si on ne voit pas les effets que ça a sur nous. Par exemple, le changement climatique, bon, oui, il y a un peu de chaleur l'été, mais c'est pas non plus insupportable. Donc, tout ça, ça nous pousse à moins prendre en compte les risques à long terme, parce qu'on a du mal à imaginer les conséquences. Donc, on tourne la tête et on regarde ailleurs, tout simplement. Et c'est lié au biais de temporalité qui va reposer sur le fait que notre cerveau, il n'est pas fait pour penser à long terme. On a du mal à représenter des choses qui arrivent dans longtemps, et surtout lorsqu'on ne voit pas l'impact immédiat, comme je le disais, voire même de notre vivant, des actions que l'on réalise aujourd'hui. Et on a plus de mal à accepter de faire des efforts pour changer quand les impacts de nos actions, elles ne sont pas valorisées tout de suite. Donc, on préfère les récompenses immédiates. Donc, il faudrait peut-être trouver
des récompenses immédiates pour passer à l'action. Ça peut être pas forcément des récompenses financières, mais ça peut même être juste une reconnaissance, une valorisation de ces actions-là par la société, par l'entreprise, etc. Donc voilà, tous ces biais-là, comme d'autres, comme le biais de statu quo aussi, qui fait qu'on préfère rester dans ce qu'on connaît, ou le biais d'aversion à la perte, qui fait qu'on a peur, on est plus sensible aux perspectives de perte qu'aux gains qu'on pourrait avoir dans cette nouvelle situation. Donc, important pour ça d'imaginer les bénéfices à changer concrètement avec ces nouveaux imaginaires, puisque le fait de les éprouver, on va pouvoir déclencher aussi des émotions et de l'envie, du désir, comme on le disait tout à l'heure. Donc, il est important que ces nouveaux récits permettent aux humains aussi de se rassurer sur la capacité à mobiliser leurs ressources dans ces nouveaux futurs. Est-ce que je vais y arriver aussi dans ces nouvelles situations? Parce que là, j'arrive bien à faire ce que je sais faire, mais après, qu'est-ce qu'il en sera si le monde change? On va peut-être avoir aussi un peu peur de ne pas être à la hauteur, et ça, c'est un gros frein au changement. Important aussi que ces récits mobilisent des émotions positives en nous, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais ça, c'est primordial, et notamment des sentiments ou des émotions comme l'espoir et la joie, parce que c'est ça qui va guider notre action, c'est finalement l'émotion qu'on le ressent. Hein. On a Michael Dandrieux, qui est sociologue des imaginaires, qui dit qu'une bonne partie de nos jeunes sont en incapacité de se projeter. Et donc là, il se pose la question de l'espoir. Il dit que s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de vie. Et il dit qu'il faut qu'on puisse imaginer qu'il y a un après pour qu'on ait envie d'y aller dans cet après. Une autre émotion qui est vraiment primordiale, c'est la joie, parce qu'elle va activer le plaisir et la puissance existentielle, et réciproquement, c'est-à-dire que quand on fait des choses qu'on aime bien, ça active la puissance existentielle, on prend du plaisir, et ça va aussi amener à de la joie. Donc, c'est cette joie qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, de nous donner envie d'avancer vers nos buts. Et les chercheurs en psychologie cognitive comme Bernard Rimet montrent dans ses travaux que l'expérience émotionnelle positive va influencer l'ego, elle va l'élargir, on va donc en termes cognitifs, ça veut dire qu'on va avoir une créativité plus accrue, un champ attentionnel élargi, on va avoir une meilleure capacité de synthèse, on est ouvert à l'exploration, et puis au niveau du plan social aussi, sur le plan social aussi, on va avoir plus de coopération, plus de générosité, etc. Donc, ces travaux montrent que c'est important d'avoir des récits émotionnels positifs, et plus l'émotion elle est intense, plus elle va être partagée. C'est un besoin naturel de l'humain de partager ses émotions. Alors, on partage souvent ses petits problèmes, ou ses grands problèmes, mais c'est très important de partager aussi des récits qui sont émotionnellement positifs, des récits positifs, pour qu'à nouveau, ils soient partagés au plus grand nombre. Donc, travaillons un imaginaire positif, nous dit Jean Viard, parce que c'est l'imaginaire qui gouverne le réel. Et pour finir, donc, les nouveaux récits doivent permettre de se projeter, notamment sur ce qui va nous mettre en joie, hein, comme je le disais juste à présent. Et on a une docteure qui a fait une thèse de gestion, hein, sur le récit performatif, qui est Louise Bernard. Ces travaux datent de 2021, qui dit que le récit performatif va permettre de se mettre en mouvement individuellement, mais aussi collectivement. Et elle insiste sur le fait, et effectivement, elle aussi, que les histoires positives du futur contribuent à le faire advenir. Super, merci beaucoup Sandrine pour cet éclairage. Et puis effectivement, ça nous permet un peu de déculpabiliser. On a quand même quelques biais et quelques facteurs humains, comme tu disais, qui peuvent nous empêcher des fois de passer à l'action, nous retenir un peu dans le confortable. Mais du coup, c'est bon d'avoir quelques clés et de savoir que l'émotion peut être un verrou qui saute, en tout cas, pour commencer à faire le pas vers l'avant.
Voilà, on peut faire quelque chose en tout cas par rapport à ça. Plus on en prend conscience, plus on va pouvoir agir aussi sur ces choses, ces forces naturelles, mais invisibles souvent. Ouais. Est-ce qu'on a quelques questions? Est-ce que certaines personnes veulent réagir ou poser des questions à nos intervenants? Vous pouvez le faire dans le chat. Vous pouvez également lever la main ou prendre la parole. Ou si tout est OK pour vous et que c'était très clair, vous pouvez aussi faire un petit pouce levé comme ça. C'est aussi très clair pour nous. Moi, je voulais juste dire merci à Sandrine, je l'ai dit dans le chat, mais c'est génial parce que avec ta présentation, tu validais juste à fond le programme compagnon de voyage qu'on est en train de mettre en place avec les récompenses, avec le lien à quelqu'un d'autre pour la validation par un père, etc. On est en plein dedans. Mais bon, je suis déjà convaincu, moi, ça a déjà transformé ma vie. Donc. Ah bah, faut que j'aille aussi écouter les podcasts et voir un peu plus. Justement, peut-être juste pour terminer, est-ce que vous avez une ressource à partager du coup avec les personnes qui sont présentes ce soir? Qu'est-ce qu'il faudrait écouter ou voir ou lire pour faire le petit pas juste après ce webinaire? Moi, en ce moment, j'écoute le podcast de Cyril Dion, La lutte enchantée, là, qui sur les nouveaux récits. Donc, c'est des tout petits épisodes de quelques minutes, mais qui sont assez inspirants sur France Inter. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Donc, Cyril Dion, le podcast de La lutte enchantée. Et puis, on a aussi le site internet de Bernard Werber que je citais tout à l'heure, qui a créé un site qui s'appelle L'Arbre des possibles, pour justement inviter toutes les personnes à créer des récits. Donc c'est gigantesque, il y a plein de possibles pour nos futurs, ça peut être rassurant et inspirant. Et puis j'ai cité tout à l'heure Michael Dandrieux, qui est sociologue des imaginaires, et il a fait un épisode sismique que je vous invite aussi à écouter. Merci beaucoup. J'ai plein de ressources. J'ai plein de ressources qui viennent dans ma tête, mais j'ai envie de ne pas vous les donner et de vous dire qu'en fait, vous avez plein de ressources à l'intérieur de vous et qu'il faut savoir vous écouter et vous faire confiance. Et je pense que c'est le partage le plus précieux que je peux vous donner. Allez chercher vos utopies personnelles. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, à Emma si elle est encore connectée ou si elle est peut-être dans son train maintenant. Merci aux participants. Si vous souhaitez suivre d'autres événements de la Maison de l'Apprendre, vous pouvez suivre l'actualité sur le site, le LinkedIn, Facebook ou via la news. Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre aussi la communauté, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me contacter. Aurore de la Maison de l'Apprendre, vous allez me trouver sur Internet. Et puis, prochain rendez-vous, comme je le disais, on va vivre un atelier Bright Mirror, l'école change demain avec Emma. Donc, ce sera le 6 novembre et ce sera au tiers-lieu Apprendre et devenir à Lyon 9e. Voilà pour tout ça. Vous allez recevoir toutes les infos par mail dès demain. Merci encore à tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.